Bonjour à tous, je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu du mal avec l'Antiquité. 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix, tout ça, c'était très compliqué à s'imprimer dans ma mémoire. Et si à l'occasion, à cette époque, j'avais eu le droit d'apprendre en pratiquant, comme ici avec les muséos Fab, eh ben je pense que j'aurais été meilleure en histoire. On va voir avec Colin, si Colin, il a compris ce qu'il est en train de fabriquer. Salut Colin. Salut. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis en train de fabriquer une lampe à huile. Et les lampes à huile, ça servait à quoi à l'époque? Bah, faire à s'éclairer. Ça te paraît évident, tu savais ça avant de venir là? Vite fait. Vite fait. On va voir si Mathis est étoffé, lui, de l'Antiquité. Ça te plaît, les Gaulois, les Romains? Oui, ça me plaît beaucoup. Et du coup, savoir qu'ils s'éclairaient un peu à la lampe à huile, c'est intéressant? Oui, mais un peu trop. C'est difficile à fabriquer? Oui. Pierre-Alain, je me tourne vers vous. Vous faites des cours d'histoire sans qu'ils s'en rendent compte, en fait, ces enfants? Voilà, c'est à peu près ça. Je tente de leur expliquer et la méthode de la céramique et puis les modes d'éclairage de l'Antiquité. Voilà, là on fait d'une pierre deux coups. Vous êtes un archéocéramiste? Voilà, archéocéramisme, c'est un terme que vous n'avez certainement pas entendu souvent, puisque c'est moi qui l'ai inventé. Alors, l'archéologue étudie les choses anciennes. Le céramologue étudie la céramique. Donc, l'archéocéramiste, il fabrique de la céramique ancienne. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut se rappeler que toute céramique ancienne a été un jour parfaitement neuve. Alors justement, juste devant vous, on voit une sorte d'assiette, elle est toute brillante, toute neuve, on dirait qu'elle est vernie. Alors, vous avez raison, elle est vernie. Elle est vernie, elle porte un vernis d'argile. Oui. Que l'on pose par trempage. C'est une argile très particulière à bas point de fusion. On va tremper la pièce quand elle est encore crue dedans, et ensuite on la passe au four. Et c'est la manière de cuire cette céramique qui va lui donner sa couleur rouge. Et à contrario, en conduisant le feu différemment, oui, on pourra obtenir une céramique noire avec la même terre. Ah, c'est pas la terre qui était noire? C'est pas la terre, c'est la méthode de cuisson qui donne la couleur, toujours. Et tout ça, ça s'est donc créé à l'Antiquité. Et est-ce que les techniques ont beaucoup évolué? Alors oui, les techniques ont beaucoup évolué à tel point qu'on a pendant longtemps perdu ces méthodes de cuisson. Et il a fallu pour certaines d'entre elles près de 1500 ans pour les retrouver. À la fin de l'Empire romain, beaucoup de techniques se perdent ou se transforment. On passe à un autre chapitre. Et lorsque les archéologues tenteront de retrouver les méthodes, de retrouver les potiers, ils auront beaucoup de mal. Bon, heureusement que vous êtes là. Je vous laisse ces enfants, notamment celui-là, je crois qu'il est en 6e. Ça doit correspondre à la période de l'histoire. Ça correspond à l'époque de la guerre des Gaules. On va travailler ça. Merci. Alors, moi, je continue et je me dirige vers vous. Michel Rouget, bonjour. Bonjour Amélie. Vous êtes le directeur du Muséoparc. Tout à fait, exactement. C'est très malin de faire des ateliers en même temps qu'on cherche à faire apprendre l'histoire. On s'est dit que c'était en effet, ce concept de muséophab, c'était une bonne manière de rendre l'histoire vivante, oui, et que nos visiteurs puissent finalement participer et pratiquer. Et voilà. Et je pense que c'est un bon moyen, en expérimentant, en rencontrant des artisans professionnels comme Pierre-Alain, de pouvoir du coup, en effet, se plonger au cœur de l'histoire et fabriquer un bout d'histoire quelque part, parce qu'en plus les visiteurs peuvent repartir avec leur création. Voilà. Alors céramique aujourd'hui, mais il y a plein d'autres choses. Oui, on fait de la vannerie, on a fait du tissage, on fait le travail du cuir. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir montrer la diversité de toutes ces pratiques antiques. Et puis c'est aussi, ça fait écho aussi à nos sociétés actuelles, puisque je crois qu'on est soucieux de savoir la qualité des matériaux qu'aujourd'hui on peut utiliser et comment on fabrique finalement. Et voilà, ici c'est concret, on met les mains à la pâte pour pouvoir fabriquer en effet ces différents artisanats. C'est l'objectif de ce muséoparc, c'est qu'il soit vivant, totalement en mouvement. Vous voyez, là on est au cœur de l'atrium du muséoparc, donc c'est vraiment c'est une des premières choses finalement, ces ateliers que le visiteur peut découvrir en rentrant. Et pour nous ça fait partie de la visite. C'est vraiment vous avez l'exposition bien évidemment à l'étage, mais ça fait partie de cette expérience de visite qu'on a envie d'offrir. Et puis surtout, on l'a vu, on fait ça en famille. Donc les enfants, les grands, parfois c'est les petits qui aident les grands. Donc ça c'est très très drôle. On a déjà eu plein d'anecdotes de ce genre-là. Donc et on repart avec quelque chose. Et on repart avec quelque chose. Et du coup, ça fait un souvenir. Et je pense que ça marque d'autant plus la visite du muséoparc. Bon, il y a quelque chose qui m'attire l'œil depuis tout à l'heure. Il y a un autre atelier juste à côté, Michel. C'est de l'origami.
l'origami, c'est pas très antiquité, ça. Ah bon? Ah ben mince. Heureusement que vous êtes venus, alors que nous on pensait que c'était gaulois. Non, en effet, alors l'origami, Le coq est gaulois. le coq gaulois. L'origami, en effet, c'est ce petit coq, hein, l'origami, cet art du pliage en papier. C'est un clin d'œil pour notre exposition qui ouvre le 28 avril sur le coq, animal et emblème, qu'on fait en partenariat avec le musée Buffon à Montbard. Et on va expliquer finalement que ce coq, symbole non officiel de la France, eh ben, d'où il vient. Et est-ce qu'il a une origine gauloise? Et c'est tout ce que l'exposition va pouvoir expliquer. Et donc un petit clin d'œil, on s'est dit un muséophab origami, parce que c'est aussi une manière de toucher un autre public. Et voilà, c'est aussi le but, c'est de faire ces connexions-là. Ça a l'air quand même super compliqué. Je vais m'approcher d'Elsa. Je vais juste lui demander un mot. C'était pas prévu. Elsa, clairement, ce petit signe-là, vous avez mis combien d'heures? Alors là, on est sur de l'origami modulaire et il est composé de 400 morceaux de papier. Il me faudra 20. Sur un seul. D'accord. Là, c'est 400. Bon, 400, je vais peut-être pas essayer tout de suite. Je pense que je vais essayer la cocotte en papier toute simple parce que vous avez l'air bien partis, les enfants. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à venir pendant les vacances.